je suis Johan Rakoutoirville, je suis peintre depuis 2016. J'ai commencé chez Plumard, l'association Plumard, où je suis encore actuellement. Et j'ai commencé dans le pointillisme à l'encre, du dessin. C'est une technique assez fastidieuse, je dirais. J'ai commencé surtout dans le classique. Et puis en 2022, j'ai décidé de basculer un tout petit peu dans mon style et d'explorer, disons, un rendu un peu plus contemporain. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai rêvé de devenir artiste. Et j'ai commencé, disons que c'est Pierre Romain. Les œuvres de Pierre Romain m'ont beaucoup inspiré au point d'aimer l'art visuel. Et à l'époque, à Fianarantsoa, c'était assez impossible. Difficile serait un euphémisme, mais quasi impossible à l'époque de devenir artiste. Et ici à Madagascar, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'école d'art. Ça rend les choses tout autant plus utopiques, je dirais. Et j'ai fait de l'entrepreneuriat entre 2022 et 2025 avec ma sœur. C'était d'un côté pour vivre, mais on a décidé de tout plaquer juste pour honorer ce rêve d'enfant, justement. Et, comment dire, ce n'est pas si plaisant dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est assez hostile. Et ça dénature la personnalité nécessaire pour la créativité de l'artiste. Assez contradictoire, c'est deux mondes différents. Donc on a soit l'un ou l'autre, on a dû choisir. Disons que si je cours et que l'art me court après, déjà que je ne cours pas assez vite, alors je vais m'arrêter et l'attendre bien volontiers, plutôt que de chercher à fuir. Mais c'est plutôt un appel auquel j'ai répondu en étant enfant. Vivre de l'art à Madagascar, c'est une question existentielle que beaucoup se posent. Mais déjà, on est vivant, on est encore là, c'est déjà un bon point. Et autre chose, l'art est viable parce que, bien évidemment, dans la société depuis... c'est quasiment évident en fait. Tant qu'il y a des artistes qui ne vivent que de ça, donc c'est viable. Dans ma vie, il y a eu deux opinions distinctes des gens par rapport aux peintres. Et le premier, c'était surtout des préjugés, je dirais. À l'époque, à Fianarantsoa, et c'est sûrement ce que vivent les poteaux qui sont restés là-bas en fait, si tu annonces que tu es peintre, les gens vont te dire que c'est juste un loisir, que ça sert à rien, que c'est pas un vrai métier. On ne va pas blâmer les gens pour ça, mais ils ne comprennent pas que qu'on peut réussir juste en vivant de sa passion. Et j'ai vécu cette partie-là. Puis à Tana, j'ai rencontré des gens, disons, ce serait mal de le dire, un peu plus cultivés. Enfin, dans ce domaine-là. C'est pas pour être méchant non plus. Mais disons qu'ils sont plus réceptifs, c'est le mot, réceptifs à l'art, la culture et qui sont plus capables de poser un regard plus ésotérique, je dirais. Donc apprécier à sa juste valeur l'art et la peinture, par extension le peintre. Entre les peintres et la photographie, puis maintenant on a ce genre de conflit entre les artistes, que ce soit digital ou peintres en tradi ou les plasticiens, et l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'ère numérique. C'est d'abord perçu comme un médium et les peintres ont ce souci existentiel du grand remplacement. Ils ont peur d'être remplacés par l'IA, vu que l'IA évolue assez vite aussi. En ce moment, il y a des robots qui peignent à H24 sans s'arrêter. La production est
en quantité. Mais tant qu'on a une communauté, je me dis qu'on peut toujours vivre de l'art. Et c'est là que les peintres travaillent le plus, les artistes en général plutôt. Mon style de peinture, comme je l'ai dit précédemment, j'ai commencé dans le classique. Mais depuis 2022, lors d'une expo au musée de la photo à Andoual, on a fait une résidence et c'est par accident que j'ai commencé à apprécier l'action painting. Le hasard qui fait l'art, laisser la peinture s'exprimer sur la toile plutôt que de chercher à tout contrôler au millimètre. Et ça m'a aidé à me parfaire. C'est surtout un voyage spirituel et je m'en sors mieux, plus humain après ça. Le rendu visuel est assez abstrait, mais je l'ai couplé avec l'émotionnisme visuel d'André Desjardins, qui consiste à exprimer avant de retranscrire la réalité. C'est une expression. Chez Plumard, j'ai commencé, il y avait Cédera Ramant qui nous a donné les bases. Il y a plein d'ateliers dans les associations et j'ai parcouru 3 à 4 associations jusqu'à maintenant. Mais c'est surtout, essentiellement, c'était en autodidacte, à trimer, à faire des recherches chez soi. Mon processus créatif, disons que ça dépend du thème ou de l'objectif et de l'intention. Si c'est un thème plus social, axé vers les autres, un pas vers l'autre, alors j'essaie de faire un rendu qui se rapproche du réalisme, même si c'est plutôt dans le figuratif. Je déplace légèrement le curseur, mais si c'est pour m'exprimer un thème plutôt introspectif, alors j'opte pour un rendu plus ou moins abstrait. Et au tout début, ça naît d'une idée ou d'un rêve. Je fais ça assez souvent. Je retranscris mes rêves en notes et puis en texte un tout petit peu, quelques vers de poésie que je transforme en peinture. Après des croquis, mais je ne travaille pour les créations et pour les œuvres que je vais exposer. Je ne travaille jamais d'après photo, mais uniquement d'après mémoire visuelle. C'est un choix. À la naissance d'une toile, ça peut être une émotion, généralement une émotion. Je commence toujours par un état d'âme, que ce soit l'état d'âme d'une personne que je viens de croiser dans la rue, qui m'a touché, ou une image, et j'essaie de mémoriser l'image. Je fige l'image sur la toile, c'est ça l'objectif. Mes sources d'inspiration, bon, je pourrais dire que ce sont les gens, une histoire, mais je dirais le monde. Tout ce qu'il y a, ça peut être juste un petit briquet posé tout au bord de la table et je peux voir un autre thème à partir de ça. Une grande question existentielle aussi chez les peintres. À quel moment l'œuvre est terminée? Ok. Chez les peintres classiques, il y a un rendu à atteindre, une prévision, une attente avant de commencer l'œuvre en question. Donc c'est assez facile à définir chez les peintres, disons, qui font du réalisme et le classique. Mais sur les peintres plus contemporains, je dirais la satisfaction, vu que la perfection, on ne pourra jamais l'atteindre. Satisfaction, ouais, c'est le mot. Généralement, sur mes toiles, je passe 8 heures ou maximum 12 heures sur le style actuel. Mais sur le réalisme, ça prenait des mois, genre 4 mois. Mais le plus long que j'ai passé sur une toile, ce n'était pas une toile. C'était plutôt un dessin de pointillisme, un paysage sur papier.
mais ça a foiré à la fin depuis que j'étais en deuil. Ouais, il y a eu un accident, du coup, bref. Mais le pointillisme, c'est le pointillisme qui prend le plus de temps. Pour 5 cm², c'est facile 2 heures. Pour un rush, oui, la procrastination, oui, ça arrive. Et je rush un peu. Il y en a des symboles à trouver dans... Je fais un peu de symbolisme dans mes œuvres. Mais je n'abuse pas encore, vu que mon style n'est pas encore abouti. C'est encore dans une phase d'expérimentation. Je tâtonne un peu. Mais j'aime bien mettre des symboles et des allusions dans mes œuvres. En fait, je pense que l'œuvre ne pourra jamais être achevée sans le retour émotionnel du spectateur. Donc, ce n'est pas forcément pour dicter ce que ressent la personne, ça c'est impossible. Mais tant que j'ai un impact émotionnel chez la personne, ça me va et je me sentirai heureux. J'ai l'habitude de traîner dans des expos où il y a des fois où il y a mes tableaux, la personne debout à 5 pas devant mon œuvre et moi je reste à 5 pas devant la personne. C'est ça que je contemple, c'est pour émerveiller et pour s'émerveiller devant des yeux qui brillent. Bon, faire de l'art, c'est s'auto-projeter sur un support, c'est-à-dire projeter son âme, projeter son vécu. Ce n'est pas une obligation de se livrer, par contre, mais moi, je préfère de loin partager tout ce que je suis. Donc, dans chaque tableau, il y a un petit bout d'âme éparpillé. Et normalement, ça se voit. Une belle peinture, c'est tout d'abord décoratif. Visuel, c'est l'objet. Une œuvre qui marque, c'est l'impact émotionnel, c'est tout ça. Si ça ne percute pas, c'est juste un objet de décoration, comme comme un truc mural qu'on accroche. C'est pour faire joli, c'est tout. Et c'est pas une œuvre d'art quand on recherche juste le visuel. Pour moi, c'est la création qui est le plus difficile parce que ça m'arrive assez souvent. En tout cas, pour mes précédentes œuvres, il y a 1 an ou 2, j'étais au bord du suicide et c'est en peignant que j'ai pu me remettre. C'était thérapeutique. Et aller chercher des émotions comme ça ou des souvenirs, c'est assez dur sur le travail sur soi. En tout cas, je me focalise d'abord sur le travail sur soi, peaufiner mon âme avant de chercher à partager quoi que ce soit. D'où le temps d'attente et ses galères. Bon, la finalité de chaque œuvre, c'est pour être vendue, mais ce n'est pas trop la priorité, donc je ne sais pas quel profil aimerait ou a aimé mes œuvres. Je dirais c'est assez vaste, j'y pense pas trop. Je ne cherche pas mes clients, je ne les cherche pas, c'est eux qui me trouvent en fait. On vit dans un pays pauvre. Ça d'abord, c'est un challenge plus. Mais aussi, ça rapporte toujours au souci du fait qu'il n'y a pas d'école d'art à Madagascar. Du coup, le peuple, disons nous tous, nous inclus, moi inclus, nous n'avions pas bénéficié d'une éducation artistique au niveau collège-lycée. Il y a un gap énorme entre un élève en lycée, en seconde par exemple, dans une école ici à Tana qui a reçu une éducation artistique, et un gamin du lycée public. C'est en fait le souci, le grand trou que ça creuse, c'est que l'art apporte l'esprit critique et le pouvoir de penser par soi-même, et mis à part la créativité qui est utile dans le monde professionnel, et ça crée des moutons, tout simplement.
Et forcément, si on ne s'y intéresse pas, ça impacte la vie quotidienne de tout le monde, que ce soit dans le marché de l'art ou le niveau intellectuel de toute la population. Je me projette pas trop pour l'instant. Il y a 5 ans passés, en 2021, on a vu un sérieux changement jusqu'à maintenant et j'espère franchement que ça va continuer. Il y a de plus en plus de jeunes artistes qui osent se lancer dans le milieu. Il y a de plus en plus d'associations et de structures pour soutenir ces nouveaux talents-là. Et on espère que ça continue. Mais sur une vision fixe, dans 5 ans, je n'ai pas encore pu figer ça. Je n'ai pas d'image en tête. Je ne sais même pas si je serai encore de ce monde à ce point. Mais bref. Les IA évoluent très vite. Mais moi, je ne pense pas qu'un IA peut remplacer un humain dans la créativité. Dans les entreprises, peut-être, comme le délire de l'industrialisation, c'est assez rentable pour eux, pour une entreprise d'engager et tout. Mais dans le monde de la créativité, dans le monde de l'art ou de la philosophie, je suis assez sceptique. Je ne pense pas qu'un IA peut remplacer un humain. Penser, l'IA peut le faire. Et peindre, l'IA peut le faire aussi. Peindre mieux. En fait, c'est beaucoup d'artistes depuis plus de 6 ans. On fait un tas de recherches et on pousse nos recherches pour créer un style que l'IA ne puisse pas reproduire. Et il y en a à l'appel. Donc, l'artiste fuit et l'IA essaie de le rattraper. On verra tôt ou tard si l'artiste sera encore utile. Mais dans tous les cas, côté production, ce qu'il y a de fondamental dans l'art, c'est le contact humain-humain, plutôt que de déléguer cette fonction à une intelligence artificielle. Je trouve ça dégradant en fait. Et je blâme les IA artistes pour ça. La valorisation d'une œuvre d'art, ça commence toujours par le matériel d'abord. Le coût en matériel qui a servi à concevoir l'œuvre. Ça commence comme ça. Et puis, la valeur humaine de l'artiste, sa notoriété, son CV, ses parcours et tout, ça a un poids aussi. Et les certificats d'authenticité, s'il y en a. Et autre chose, l'histoire de l'œuvre en question. Il y a des œuvres qui ont été pillées durant des guerres, qui ont été retrouvées 2 siècles après. Et forcément, ça contribue à augmenter le prix, la valeur de l'œuvre en question. Si c'est passé de main en main aussi entre collectionneurs, ça aussi, ça compte. Et à la fin, il y a les descriptions, le pittoresque, comme on l'appelle, le blabla. Moi, j'ai tendance à simplifier les choses, le blabla derrière. L'émotion et le message que l'œuvre véhicule, ça aussi. Mener une vie d'artiste ici à Madagascar n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Côté appréciation, et beaucoup d'artistes, une fois sortis du territoire, réussissent mieux que le fait de rester ici. Mais ce n'est pas contraignant pour moi. Personnellement, je vis avec. Et je m'adapte, je vis avec et je kiffe la vie. Mais il y a eu des moments où j'ai décroché, plusieurs fois. Mais une fois que j'ai arrêté, je me rends compte que je pourrais jamais vivre sans. Et je recommence. C'est surtout existentiel, de chercher son chemin parce que j'ai essayé plusieurs métiers avant. Et mon défi dans la vie, personnellement pour l'avenir, ce serait de ne plus jamais avoir besoin de ressortir un CV, d'aller
postuler pour un emploi ou de finir call center. Non, jamais. Donc j'essaie de... Même si c'est dur, même si c'est pas évident, j'y crois encore et je voudrais réussir en tant qu'artiste. Tout d'abord, je ne peux que remercier les gens qui ont pu croire en moi durant les jours où même moi j'étais pas motivé. Merci d'exister à eux tous. Mais mon entourage a fini par l'accepter à force. Mais avant, moi aussi j'ai subi ce genre de remarques. Quoi ça peut servir dans la vie, c'est juste de la décoration. Pourquoi ça coûte aussi cher? Mais en vrai, je sais pas trop. Si je pouvais me passer de la valorisation de l'argent, la monnaie, j'aurais fait des trocs. T'as un canapé? Je fais ce canapé, je te fais un tableau. Ça pourrait être cool. Mais la Jirama n'accepte pas l'amour comme paiement. Et le vibe, en fait, c'est que les proches au début, si je tiens à partager là-dessus, il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas la valeur que tu portes à ton rêve et c'est à toi de persévérer. Oh, des doutes, c'est une copine. C'est une copine, c'est une amie. Je doute tout le temps de tout. Toxique. Et oui, ça m'est arrivé souvent de douter de mes choix de vie, si vraiment à un moment sur la possibilité de réussir dans ce milieu. Et côté talent, je sais même pas si j'en ai en fait. Mais je sais dessiner, je sais peindre, j'ai étudié pour ça, j'ai galéré pendant des années. Alors, c'est quoi le talent? C'est le fait d'aimer, de pratiquer telle ou telle activité depuis l'enfance. À force, on obtient une compétence. Il y a eu des moments où c'était à sec, je n'ai pas eu d'inspiration, ou art block, tout était un blanc, il n'y avait rien. Donc, ma méthode, c'est toujours d'aller vers un milieu qui soit favorable à la créativité ou de se créer des opportunités pour débloquer ça. Parce que ça arrive à n'importe quel artiste à un moment donné d'être à sec d'inspiration, la page blanche pour les écrivains. On passe tous par là à un moment. Mais si tu vas juste déprimer, te lamenter et rester tout seul là, c'est seulement à toi de résoudre le problème vu que c'est d'ordre personnel. Donc moi, ce que je fais, c'est je vais dans des ateliers, je voyage si la possibilité le permet, ou sinon, tu pars et tu sors de la ville, tu cherches une montagne ou des cours d'eau et tu te balades dans la nature. Ça aussi pour méditer, c'est bon, histoire de mettre de l'ordre dans ta tête parce que c'est juste mental en fait. C'est pas une affaire de compétence, c'est juste dans ta tête. Donc méditer ou aller rencontrer des gens, aller dans des ateliers, des expositions, ça aide. Le monde des affaires comment dire, ça formate les gens il y a trop de psychopathes dans le milieu. Et ça me dérange fortement. Parce que plus les gens c'est assez péjoratif, mais les personnes réussissent dans le monde de l'entrepreneuriat, ils sont obligés de sacrifier beaucoup de choses pour en arriver là. C'est tout un effort, tout à leur honneur. Mais on perd une part d'humanité dans le capitalisme, entre guillemets. On est obligé de sacrifier une part d'humanité pour le profit, pour le gain, en restant objectif d'un jugement purement cartésien. On se soucie très peu de l'état d'âme de l'autre tant qu'il contribue à faire des recettes. Et ça, on perd l'humanité. Donc moi, j'ai préféré préserver mon humanité au prix de cette forme de réussite-là. Et
Le monde des affaires n'apprend pas à vivre, n'apprend pas à être heureux, mais l'art, si. Dans mes sketchbooks, déjà, il y a plein d'œuvres inachevées. C'est chaotique. C'est... En fait, je mets tout là-dedans. Je mets tout. Que ce soit des notes de réflexion, juste qui passaient par là. Et c'est assez random. Donc, si une personne jette un œil dedans, elle y verra une personne tourmentée, mais qui essaie de se soigner par l'art. C'est le mot. Bon, j'ai connu le slam poésie avant. J'ai commencé en 2011. Puis j'ai arrêté en 2016 pour me focaliser dans l'art, pas dans l'art, mais plutôt dans la peinture et le dessin. Et c'est ce qui me manque en ce moment. La scène. Mais pour X raisons, j'ai du mal à me remettre à écrire de la poésie. Donc j'essaie de gribouiller de temps à autre et ça finit dans les bandes dessinées, mais c'est encore dans les notes, toujours. Que des projets. Mon tableau que j'aime le plus, c'est un tableau sur fond noir, format carré, 1 mètre x 1 mètre, avec un papillon monarque et sur un fond, disons, j'ai cherché à illustrer la mer, l'eau, le mouvement, la vie, intitulé Renaître pour mieux mourir. Le papillon naît 2 fois au cours d'une vie, en passant de la phase chrysalide jusqu'à se pousser des ailes. Et c'est un autoportrait, je dirais. Je n'ai pas cherché à dessiner un corps, mais mon état d'âme à l'instant T. Mange pas trop. Ouais, c'est comme conseil en fait. Si je donnerais un conseil au moi d'il y a 10 ans, mange pas trop et fais du sport pour commencer. Et dessine plus. La productivité, ça a toujours été ça mon handicap en fait. J'ai passé beaucoup de temps à étudier, à farfouiller dans mes notes et tout ça. Du coup, j'ai pas été assez productif à mon goût. Et c'est ce que j'essaie de corriger en ce moment, tant bien que mal. Je voudrais qu'on se souvienne de moi en tant qu'être humain ou en tant que le gamin en fait. Le gamin qui voulait juste jouer dans le monde de l'art. Parce que pour moi, tout ça, d'abord, c'est un jeu. Un jeu avant d'être une carrière, avant d'être un métier, avant d'être une passion. Et je voudrais qu'on se souvienne de moi, ou l'impact. En fait, je suis assez sceptique, je ne cherche même plus à changer le monde. Mais ah ouais, je viens de le voir, je viens de voir une citation ce matin de Camus, d'Albert Camus. Cette génération sait qu'on ne peut pas changer le monde, mais d'éviter qu'il se défasse. Donc, si je peux changer une vie ou deux, c'est déjà ça. Ou si je peux avoir un impact émotionnel envers une personne ou deux, voir quelques yeux briller ici et là, ce serait déjà l'extase. Comme médium, j'utilise surtout de la peinture acrylique en fait, que je décline dans dans tous ses aspects. Ces temps-ci, j'étais focus sur la peinture acrylique. Des fois, j'utilise du sel de maison dans mes œuvres. Et ça crée des reflets un peu étoilés quand la lumière tape dessus. Et j'explore encore. Mais avant, c'était surtout plume, encre de Chine. En fait, ce que j'aime dans la peinture acrylique d'abord, c'est le côté modulable.
C'est très vivant, c'est très vibrant et c'est très expressif. Et pour l'encre de Chine, c'est quasi éternel. L'encre de Chine n'a pas de date de péremption. Et défier le temps, c'est une des raisons d'être aussi de l'artiste, je pense. Exister après post-posthume. Si je devais choisir un spot d'exposition, je n'ai pas d'endroit géographiquement bien localisé en tête, mais un spot de rêve. Bon, là on parle de rêve et de fantasme, donc je vais au-dessus des nuages. Ouais, au-dessus des nuages. Entre liberté et sécurité, directement liberté. Entre art et business, art bien sûr. Entre créer et vendre, créer d'abord. Instinct et réflexion, instinct. Entre talent et discipline, talent. Solitude et collaboration. Pour changer, collaboration. Entre la ville et la nature, nature. Entre le minimalisme et l'abondance, minimalisme. Peinture abstraite et figurative. Figurative. Succès et sérénité. Bon, sérénité bien sûr. Une œuvre qui se vend et une œuvre qui reste. Une œuvre qui reste. Moi, en 3 mots, enfant. Ça c'est bien ça. Enfant et âme. Je peux choisir un mot au hasard. Attends, le dernier. Un instant. Je cherche encore dans le cloud. Le cloud. Le dernier. Aventure. Pour un jeune qui a peur de se lancer. J'étais aussi l'un d'eux, donc je comprends très bien les difficultés. Je comprends aussi que des fois, la société n'est pas favorable à ce choix de vie, mais toujours de persévérer. Ne rien lâcher et ne pas faire de plan B. Juste tu fonces dans le tas et tu t'entêtes et tu travailles dur. Et la productivité fait pas comme moi, franchement. Dès qu'on renonce à ce qui nous fait vibrer, généralement, c'est en rapport aux raisons de vivre, à ce qui fait de toi, ce qui te fait aimer la vie. Donc, c'est la première mort, avant la mort physique. Donc, si on se détache de ça, tu deviens juste une loque humaine, en fait. Juste une loque humaine. Et c'est triste à voir. Il y a beaucoup de gens qui finissent comme ça, qui ont abandonné leurs rêves et c'est triste à voir. Qu'est-ce qui me ferait dire que j'ai réussi? Je suis venu, j'ai vu et j'ai pleinement vécu. Voilà. La richesse dans les souvenirs.